que j'avais épargné 11 000 Je vais toujours m'en rappeler. C'est de l'argent comptant que j'avais cumulé. 11 000 que j'avais gardé. Puis là, quand il est parti, lui, j'ai coupé contact avec lui, là, carrément. Sauf que pendant cette année-là, j'ai travaillé pour lui. J'ai appris beaucoup de choses. Je dépensais aucun sou. J'étais juste sur des prêts et bourses du gouvernement pour être à l'université. Fait que c'était mec chez moi. Là. Ça m'a pris environ 2 ans pour commencer à acheter des conteneurs. J'ai dit, OK, je viens de recevoir environ l'équivalent de 3 palettes de table à massage. 2 week-ends. Je vends tout. La COVID est arrivée. Quand on s'est fait shutdown, tout devait arrêter. On devait tout fermer. J'avais une commande qui venait juste de rentrer. J'avais des conteneurs qui étaient en train de se faire vider. Hey, les filles, qu'est-ce qui se passe? Notre industrie, elle va-tu mal? Qu'est-ce qui se passe? Là? Je veux avoir vos feedbacks. Là. Dites-moi comment vous vivez ça à tous les jours. Je vais pas faire un partenariat avec quelqu'un juste parce qu'elle a 60 000 followers puis que c'est genre la girl qu'il faut engager en ce moment. Non. Le fait que je suis une femme, ça me freine à certains égards. Mais Hey, what's up, guys? Yellow Sea Podcast. Je suis votre host, Ray Antonio, vous le savez déjà. Et le prochain épisode est pour vous, mesdames. Aujourd'hui, on rentre dans le domaine de l'esthétique. Et je me suis dit, pour parler de l'esthétique, il faut avoir les pros de l'esthétique. Puis je me dis, laisse-moi amener une entrepreneur chevronnée qui connaît la game. C'est une distributrice, les équipements Interbeauté. Apparemment, tout le monde connaît Interbeauté. Et je vous présente Laura Di Stolo. Bonjour à tous. Salut! Ça va? Oui, ça va toujours bien. Toi? Est-ce que tu es gênée? Un petit peu. C'est la première fois là, que je me lance là-dedans. Tu vois, tu brises la glace. Enchanté de t'avoir ici. C'était un plaisir. Puis tu vois, regarde, l'esthétique, j'ai l'air de rien par rapport à ça, mais j'ai fait beaucoup de marketing en esthétique. Fait que j'ai comme appris un peu le jargon. J'ai appris surtout comment, genre, générer la business derrière ça. Je trouve ça fascinant. Petite anecdote comme ça. Avant la pandémie, j'avais cet objectif-là de devenir le top marketeur pour les esthéticiennes. Puis à cause de la pandémie, c'est jamais ça a changé beaucoup de choses. Je serais curieux de voir vraiment, parce que ça fait combien d'années là, que tu fais ça? En fait, depuis le début, où est-ce que j'ai commencé à faire de l'importation dans le domaine de l'esthétique, on peut compter 17 ans. OK. Fait que 17 ans, fait que tu as vu tous les cycles dans le fond, là, à peu près. Ça nous ramène à 2007, donc c'était à l'aube de la crise économique de 2008. Donc, OK, tu as vu deux cycles économiques. Oui. Quand je me suis lancée, j'étais en plein là-dedans. Oui. Donc, vous voyez, guys, je vous ai dit, je vous amène la professionnelle du domaine. Fait qu'on va pouvoir vous dire vraiment, je pense qu'on va discuter aussi les cycles économiques, qu'est-ce qui s'est passé derrière ça, les tendances, parce que ce qu'elle me dit backstage, c'est que ça change sans arrêt. Donc, juste avant de commencer à te découvrir et vraiment ce monde-là d'esthétique, j'ai un segment Shop Santé dans lequel je demande aux entrepreneurs qui sont à côté de moi de m'expliquer parce que être un entrepreneur, c'est vivre dans la voie rapide. C'est n'importe quoi peut se passer. Il faut que tu sois prêt à n'importe quoi. Tu dois balancer ta vie personnelle, professionnelle, ta famille, tes amis, ton partenaire, tes fournisseurs, tes clients. Puis, sans oublier soi-même. Mm-hmm. Puis, je me questionne à chaque fois, l'entrepreneur qui est à côté de moi, qui a du succès, qu'est-ce que tu fais pour balancer tout ça d'un point de vue physique, mental, spirituel, pour t'aider à atteindre tes objectifs? Bien, c'est clair que ça prend un minimum d'organisation. Tu dois t'asseoir à un moment donné, planifier tes journées, vivre sainement. Parce que où est-ce que j'ai été le plus productive, où est-ce que j'ai été le plus hustler dans ma vie, c'est quand j'étais en forme, je mangeais bien, je dormais bien. Quand j'avais cet équilibre-là de base, c'est là où est-ce que j'étais au top. J'avais l'énergie pour le faire, ma tête était clear. C'est vraiment, c'est ça, c'est tellement simple là, quand on y pense, là, oui. Mais c'est de le faire, c'est autre chose, par exemple. La formule est simple, j'adore ce que tu vas dire aussi. Je suis sûr que Shop Santé va adorer tout ce que tu viens de dire. Juste là. Mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est vrai parce que, tu sais, si je partage un morceau de ma vie, même qui n'était pas si lointain que ça, à un moment donné, j'ai arrêté le gym parce que je sentais que ça me prenait trop de temps durant ma journée, durant le travail. Mm-hmm. C'est faux.
j'ai commencé juste à être dans la merde parce que j'avais plus d'équilibre. Bien, c'est ça. C'est parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a autre chose que tu peux faire que d'aller au gym. Ouais. Quand les gens disent « Oh, me déplacer, ça prend 30 minutes. Aller au gym, prendre ma douche. Je viens de perdre comme déjà là 2 heures dans ma journée. » Attends, il y a d'autres options qui sont possibles aussi. Là. Moi, j'ai la chance, j'ai des équipements pour m'entraîner au travail. Là, donc, tous mes employés peuvent aller s'entraîner. J'ai un reformer de Pilates parce que je suis fan de Pilates, là, j'adore. Mais avec un petit tapis à la maison, tu es capable de faire des exercices si tu veux. Là. Tu peux aller courir dehors, tu peux aller marcher tout simplement. Là, l'exercice, ça part de rien là, aussi. Ben, regarde, marcher. Marcher, ça semble ridicule parce qu'on le fait tous pour se déplacer. Puis ça amène tellement genre de... Même résultats physiques, j'en ai vu. À un moment donné, je faisais beaucoup de marches avec ma femme. Puis drôlement, à un moment donné, après 3 mois de marcher tous les jours, minimum 1 heure, tu le vois physiquement, le ventre. Je la voyais sur elle, toutes ses courbes. Je suis comme, damn, on est juste allé marcher. Là. On n'a pas fait grand-chose. Hein. Sans parler, genre, que moi, je médite tellement pendant que je marche. Quand j'ai un problème, là, au travail, puis j'ai vraiment, je suis pris dans un cul-de-sac, je vais marcher. Puis c'est là que je trouve souvent des solutions. Puis, OK, fait que le pilates, la marche, tu vas courir aussi? Oui, je recommence à courir parce que mon bébé va enfin à la garderie. Donc, j'ai un peu plus de temps pour moi. Fait que oui, j'aime ça aller courir rapido, 20-25 minutes, that's it. C'est excellent, ça. C'est pas long. Puis moi, c'est quelque chose aussi que j'encourage beaucoup de courir. Ça fait tellement un bien-être. 15 minutes. 15 minutes. C'est juste assez. Si tu n'es pas capable d'aller au gym, va courir 15 minutes. Tu viens de... Tu as fait ton workout. Puis du cardio, je pense que le cardio, c'est la meilleure chose que tu peux faire, là, selon moi. Oui, je suis d'accord. Mais super. Honnêtement, j'approuve ce que tu dis, surtout l'organisation. Mais tu sais, obtenir cette balance-là. Puis c'est une raison aussi pourquoi je me suis associé avec Shop Santé, par exemple. Puis je pense que aussi les valeurs étaient mutuelles, dans le sens que moi, dans ce business-là, de être ton propre patron, gérer une équipe, dealer avec tout ce qui vient avec, les imprévus. Si toi-même, tu n'es pas capable de te maintenir, de te gérer, je ne vois pas comment tu vas être capable de grossir une compagnie. Exact. Ça passe tellement par là. Puis aussi, j'essaie tellement de donner le bon exemple à mon team, mes employés. C'est quand que eux, je vois que ça va pas, j'essaie de leur donner des leçons comme un peu, pas nécessairement, pas des leçons. J'essaie de leur donner le bon exemple finalement là, pour les sortir, on va dire, de leur, comment je pourrais dire, la manière dont ils fonctionnent. Souvent, je les vois qu'ils sont pas en forme, ils sont pas motivés, ils ont des problèmes de poids, ou ça va juste pas aussi là, à la maison ou quoi que ce soit. Je leur explique toujours là, pour concilier tout ça, les filles, là, concilier le travail, l'amour, les enfants, votre vie personnelle à vous, vos passions. Des fois, c'est de prendre un petit pas de recul, là, puis organise-toi. Prends 30 secondes, achète-toi un agenda. Première chose que je dis. Prends des bonnes décisions. Prends ta santé en main. C'est tellement important. Là. Ça va régler déjà là beaucoup de problèmes. Qu'est-ce que tes employés diraient sur toi? Probablement que j'ai un problème dans la tête. Parce que, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que c'est jamais assez. Dans les décisions que je prends, ou par rapport à la stratégie chez Interbeauté, j'ai jamais assez de marques, j'ai jamais assez de produits, on fait jamais assez bien, on n'a jamais assez de clients. C'est toujours une spirale, là, puis souvent quand j'arrive au bureau, parce que je fais beaucoup de télétravail vu que j'ai un petit bébé, mais quand j'arrive au bureau, ben je suis un ouragan, puis des fois ça brasse, mais n'empêche que je crie pas après mes employés. Ouais. Tout est fait dans le respect et tout ça. Mais des fois, je peux étourdir les filles un petit peu. S'il y avait quelque chose à dire à mon sujet, c'est probablement ça. Puis, mais tu sais, on est tissé serré chez Interbeauté. Hein. Fait que t'es intense, on pourrait dire. Oui, je suis intense. Mais tu sais, on sort ensemble les fins de semaine, on est amis. J'ai des membres de ma famille parce qu'Interbeauté, c'est une histoire de famille, d'abord et avant tout. Je suis curieux de l'entendre, cette histoire-là. Ouais. Donc, si ça fait à peu près ça, tu me dis 2007.
Oui, On 2007. environ, fait que une histoire de 17 ans. Apparemment, on ne pose jamais la question. On ne demande jamais c'est quoi l'âge d'une femme. J'irai pas là, mais quand tu as commencé, tu étais en début de vingtaine. Exact. Oui. Regardez ça comme ça. Ouais, dans le respect. Qu'est-ce qui t'a amené à l'esthétique? C'est le hasard. En OK. fait, en 2007, j'ai commencé à importer par-ci, par-là, en Asie, des petits trucs en lien avec la coiffure, l'esthétique, des fers plats, des choses comme ça. J'avais déjà commencé un petit peu avec le peu d'argent que j'avais. Je travaillais aussi en même temps à l'époque pour un importateur. Donc, c'était un de mes premiers vrais jobs. J'avais quand même un enfant déjà. Là, j'ai eu un enfant à 18 ans. OK? Fait que ça m'a mis dans une condition de précarité, là, on va se le dire. Là. J'avais vraiment pas une scène. J'ai été pendant un moment aussi à la rue avec lui. J'avais pas d'endroit où vivre. Donc, j'ai eu une grosse remise en question. Fait que je devais aller travailler vite et je devais aller à l'école. Je devais aller à l'université. J'avais cet appel-là en moi parce que c'était pas assez que j'avais en main. J'avais besoin d'aller chercher plus de connaissances. Puis je le savais que je voulais être entrepreneur en quelque chose, mais je n'étais pas trop sûre quoi. Fait que là, on se retrouve, on va se dire, là, en 2008-2009, j'occupe le poste de représentante dans une entreprise d'importation où est-ce qu'on travaille dans la plomberie. On a quelques articles de massothérapie. Donc, après 1 an de loyaux services envers cette personne-là, il décide de fermer ses portes. J'apprends la nouvelle en, je pense, 1 semaine, j'ai plus d'emploi. Oh. Puis, heureusement, j'avais épargné des sous. J'avais gardé de l'argent. Fait que j'avais épargné 11 000 Je vais toujours m'en rappeler. C'est de l'argent comptant que j'avais cumulé. 11 000 que j'avais gardé. Puis là, quand il est parti, lui, j'ai coupé contact avec lui, là, carrément. Sauf que pendant cette année-là, j'ai travaillé pour lui. J'ai appris beaucoup de choses. Il n'était jamais là, le monsieur. Jamais, jamais là. Fait qu'il m'a laissé le lead de toute sa business. Je faisais tellement d'argent, là, j'avais pas le temps de manger. C'était épouvantable. Je travaillais 6 jours sur 7. Tout le temps, je prenais pas de vacances. Ah ouais. Fait que j'ai appris plein d'affaires sur l'importation. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis revirée de bord. Je me suis dit, ce 11 000 $-là, je vais l'investir dans des tables de massage. Je vais les commander en Chine directement. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'étais allée au bureau à ce moment-là, là, quand tu enregistrais ton entreprise, là, c'était dans un bureau. Place Laval, moi, toujours m'en rappeler. Puis, la dame au comptoir, elle me dit, OK, tu vas enregistrer ton nom, c'est quoi? C'est quoi les informations? J'avais même pas pensé. J'étais tellement désorganisée dans ce temps-là, by the way. Je n'étais pas comme aujourd'hui. Fait que là, j'ai dit, OK, international. J'ai pondu Interbeauté comme ça. Après y avoir réfléchi environ 1 minute, pour te dire franchement. J'approuve. C'est comme ça que ça marche. Ben, regarde. Mais là, je ne savais pas qu'il y avait un salon de coiffeur qui s'appelait Interbeauté qui était très connu. Fait. Mais tu sais, ça, c'est une petite parenthèse. Là. Mais bref, des fois, les gens, ils pensent qu'on est la même entreprise, mais non, pas du tout. On s'appelle officiellement les équipements Interbeauté. Parce que c'est avec ça que j'ai débuté. C'est des équipements. Donc, table de massage, je commence l'importation et tout ça. C'est long. Une fois que tu as investi ton 11 000 canadien qui vaut à peu près 7 000 US, là, qui est quasiment rien, ça prend environ 4 à 5 mois à recevoir ton stock par bateau. Fait que tu étais anxieuse, comme OK, j'ai mis toutes mes économies. Fait que ce que j'ai fait, ce que j'ai fait en attendant, c'est que je me suis dit, OK, je vais m'inscrire à l'université, je vais faire un certificat en admin. Ça va me permettre d'apprendre un petit peu les rouages de comment gérer une business. Puis en même temps, je vais pouvoir commencer mon entreprise d'importation, tu sais. Mais ça a été tough, ça a été long. Parce qu'à chaque fois que je recevais du stock, que je le vendais, que je cachais, je dépensais aucun sou. J'étais juste sur des prêts et bourses du gouvernement pour être à l'université. Fait que c'était maigre chez moi, là. Je mangeais comme, tu sais, pas super bien, mais tu sais, j'économisais, j'essayais de faire de cuisiner moi-même. Mais oui, tu sais, j'allais chez Walmart, j'allais, tu sais, aux endroits où il y avait des économies. Mon petit garçon, tu sais, lui, là, il n'a rien vu de ça, là. Si tu lui poses la question aujourd'hui, là, il s'en souvient pas. Non, mais c'est pas qu'il s'en souvient pas, c'est que je l'avais bien camouflé, le fait qu'on était pauvre, qu'on n'avait pas d'argent. Il mangeait, il y avait du linge. C'est ça. Il y avait le strict minimum, tu sais. Puis, ouais, on n'allait pas en vacances dans le sud comme tout le monde, mais, tu
Dans ce temps-là, c'était comme pas aussi intense qu'aujourd'hui, là, les vacances, puis le matériel aussi. Là, on était quand même. Mais les médias sociaux n'étaient non, mais c'est ça. C'est juste Facebook qu'il y avait back then, là, puis c'était comme salut les amis. Il n'y avait pas de cette. Vraiment tout montrer vraiment de notre matériel, puis qu'on est plus cool que les autres, comme aujourd'hui, là, où est-ce qu'il y a la pression immense. C'est ça. Puis, en tout cas, il était heureux. Puis le fait que j'étais rendue étudiante, j'avais juste trois cours sessions. Parce que c'était beaucoup pour moi, en plus, que gérer l'entreprise. Parce que au fur et à mesure que je vendais puis que je réinvestissais l'argent que j'avais fait, ça a fait une espèce de boule et une spirale. Ça m'a pris environ 2 ans pour commencer à acheter des conteneurs. Là, j'étais tellement contente. Là, j'ai plus un modèle de table de massage. J'en ai 3. Okay. J'ai des tabourets. J'ai ci, j'ai ça. Là, j'étais tellement contente. Là. C'était en train de prendre de l'expansion. Ça se vendait bien durant cette période-là? Écoute, moi, j'en faisais là, des espèces d'objectifs personnels. Là. J'ai dit, OK, je viens de recevoir environ l'équivalent de 3 palettes de table de massage. 2 week-ends. Je vends tout. Puis à l'époque, là, on parle, comme je t'ai dit, 2009-2010 environ, là, dans ces eaux-là. C'était pas comme aujourd'hui. Là. Facebook, Marketplace, je pense que ça n'existait même pas dans ce temps-là. Donc, comment je vendais ça? Sur Kijiji. Ouais, OK. Okay. C'était tout là, les packs, c'est là que ça se passait. C'est vrai, ça. Tu sais, les gens qui vendaient des tables de massage à l'époque, il y avait des compagnies établies, là, il n'y en avait pas beaucoup. Ils vendaient ça genre super cher. Moi, je vendais ça une fraction du prix parce que j'allais le chercher directement en Chine, puis ça passait pas entre les mains de 3 personnes. C'était genre l'usine et moi. Donc, il y avait une grosse économie pour le client. Fait que c'est pour ça que ça se vendait comme des petits pains chauds. Et il n'y avait personne sur ces plateformes-là. Tu sais, les distributeurs comme moi sur le web, c'était inexistant. J'étais la seule. Fait que là, au fur et à mesure que j'intégrais de nouveaux produits, des lampes loupes pour les esthéticiennes, tu sais, j'écoutais la demande des clients. « Ah, t'as-tu ci, t'as-tu ça? » Tu pensais à une note, puis t'es comme... Je commandais tout ça. Fait que okay, qu'est-ce qui marchait, je le gardais. Qu'est-ce qui marchait pas, je le laissais aller. Tu es une vraie entrepreneur. Quelque chose déjà même là que je peux sentir, c'est ce côté-là de hustler, tu le dis. Le fait que tu l'as mentionné, puis le fait que on dirait que tu vas voir ces petites choses-là. Je voudrais aller quelques étapes même avant, parce que même là, qu'est-ce que tu me dis, je voudrais savoir. Il y a beaucoup de choses que déjà là, je veux m'orienter, je ne veux pas trop me perdre, mais je voudrais voir ce flair-là de hustler. Là, avant cette période-là, tu l'avais-tu? C'était-tu peut-être la pression que tu étais une jeune maman qui te mettait dans un coin où est-ce que, OK, il faut que je bouge, je peux pas, genre... Oui, j'aurais tendance à dire que quand j'ai eu 18 ans et j'ai mis au monde mon premier enfant, j'ai eu un wake-up call pour me dire, OK, là, cet enfant-là dépend de toi. Il faut que tu grindes, il faut que tu rapportes de l'argent. Il y avait ça. Mais je dois te dire aussi que j'avais une prédisposition à être comme ça. J'avais 8 ans. Au lieu de jouer comme tous les enfants à des jeux normaux, là, moi, j'allais dans les garages ramasser du métal pour mon père, qui était, comme on dit, un scrapper. Là. Il ramassait la ferraille, il ramassait ces choses-là. Fait que moi, je voulais faire de l'argent à 8 ans. Là. Fait que toi, tu l'as vu déjà, quelqu'un qui... Je voyais mon père travailler, faire de l'argent. L'argent, c'est une proximité. J'étais comme, OK, moi, je veux ça. Fait que j'avais mon petit wagon en plastique attaché avec une petite corde après mon vélo. J'allais faire tous les garages. Je ramassais mes petites affaires pour lui. J'ai organisé toutes sortes d'affaires. J'ai organisé des parades de mode. Je vendais des billets. J'avais genre 10 ans. C'est cool, ça. Gars, moi, je suis le père de 2 petites filles. Puis je sais qu'est-ce qu'il faut, mais je sais pas aussi à la fois. Mais c'est intéressant de voir peut-être si ça serait quelque chose que je pourrais essayer de enligner, développer ce flair-là à mes filles. Comme, tu sais, quand on va aller ramasser la scrap, puis, tu sais, un proverbe qui est le fun par rapport à ce que tu viens de dire. Les déchets d'une personne sont les trésors pour un autre. Ben oui, tout à fait. À l'époque, ça valait de l'or, là, le fer, l'aluminium, ces choses-là. Là. Aujourd'hui, c'est une autre histoire. Là. Mais non, c'était payant. Là. J'étais contente de me faire 10 $ à la fin de ma semaine. Okay, c'est nice. C'était vraiment... en tout cas, moi, j'aimais plus ça. Moi, ça me prenait des projets quand j'étais enfant. Là. C'est ça qui m'allumait le plus. Puis ça, c'était une inspiration ou sinon juste vraiment une influence de ton père. Avoir... Lui, il t'amenait pendant que tu allais faire la... Je le suppliais de m'amener. Mais il arrêtait pas de me dire c'est pas un milieu pour les petites filles. Là. Ça m'a toujours rappelé. Je pense que plus qu'il me disait ça, plus que ça me donnait le goût d'y aller, pour te dire, ben honnêtement. Là.
Mais ça sommeillait en moi. Je pense que, tu sais, si tu as une inquiétude, pas une inquiétude, si tu veux que tes filles deviennent comme ça, je pense que de un, tu peux les aider en les mettant dans un environnement où est-ce qu'ils vont devoir faire, tu sais, grinder, puis, tu sais, devoir faire ça. Mais sinon, ça sommeille en elles. Mhm. Tu vois, mon gars qui a 19 ans, tu sais, ce côté-là entrepreneurial, il l'a pas tant. Il l'a un petit peu parce qu'il m'a vu faire, puis il m'a vu partir de zéro, puis me voir maintenant où est-ce qu'on est avec Interbeauté, puis il dit « OK, moi aussi, j'aimerais savoir ça, mais sans plus. » Je ne l'ai pas vu faire des affaires là, extraordinaires, là, tu sais, dernièrement. Parce que tu sais, beaucoup de ce flair-là de hustler, par exemple, ces petites situations-là, je pourrais dire, je trouve que j'ai vu un pattern qui c'est beaucoup orienté vers les adversités. J'en parle beaucoup des adversités. Je trouve que vraiment, c'est un déclencheur à vraiment cet esprit-là de, tu sais quoi, vu que je suis limité ici, puis j'ai peut-être pas les mêmes ressources que les autres, je vais prendre ces faiblesses-là pour m'alimenter, pour être encore plus gros. Les adversités derrière ça. Toi, est-ce qu'il y en avait une adversité pendant pendant que tu grandissais qui allumait aussi genre cette intention-là de vouloir en avoir plus? Toujours. Parce que vu que je viens d'un milieu quand même défavorisé, où est-ce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent, fait que ils me voyaient travailler fort, hein, ils auraient tellement voulu m'aider, mais ils n'étaient pas capables. Il n'y avait pas de maison, ils n'étaient pas capables de avoir un prêt, de me supporter d'une quelconque manière. J'aurais voulu avoir plus d'aide, mais j'en avais pas. Fait que, quand je vois des fois d'autres entrepreneurs qui ont la chance d'avoir des maris qui sont fortunés, qui ont des parents qui sont derrière eux, qui supportent leur business, je les trouve tellement chanceux. Là, j'ai pas eu le droit à ça. J'ai pas eu le droit à ça, mais comme tu as dit, l'adversité, ça fait ta force. Moi, qu'est-ce que j'ai? Je suis travaillante. J'ai pas peur de faire 80 heures semaine. Je l'ai fait pendant tellement d'années. J'ai tout sacrifié pour ma business. Tu sais, mon cercle d'amis fermé, on est 3. C'est souvent ça. Si j'ai perdu des amitiés, j'en ai gagné, heureusement. Les bons sont restés. Mais n'empêche que l'adversité, mon Dieu, c'est juste ça que j'ai expérimenté mes 10 premières années. Là. Jusqu'à, je te dirais, 2019, là, j'ai tellement travaillé, j'y ai laissé mon dos. Écoute, je travaillais tellement, là, puis je voulais tellement me surpasser. À un moment donné, là, quand j'ai fait mon premier million, là, ma récompense que je me suis donnée, là, je suis allée dépenser 100$ aux Jean Coutu. En quoi? En produits de beauté? Genre des trucs pour la maison parce que je me privais tellement. Ah ouais. J'étais restée dans le mindset du début. Tout le long là, qu'Interbeauté a évolué, là, je me versais pas de salaire ou rien, juste pour survivre. Mm-hmm. Mon auto, toutes mes dépenses que je pouvais mettre dans la business, ben ça payait mes dépenses courantes. J'avais mon loyer à payer. C'était le strict minimum, finalement. Mes employés, ils gagnent plus que moi. Fait que je suis encore comme ça. Aujourd'hui, je suis super conservatrice, pardon. Je dépense pas beaucoup, je suis économe, je fais attention parce que je viens de rien. Je trouve que l'erreur, des fois, quand tu commences à faire de l'argent, c'est comme tu te mets à dépenser plus. Il y a plus d'argent qui sort que de l'argent qui rentre à un moment donné. C'est souvent ça que je vois là, dans certaines business. Moi, je fais attention. Parce que je sais c'est quoi. Puis je me dis, d'un coup, que tout s'écroule. Je sais pas pourquoi, là, mais des fois, avec l'anxiété, des fois, on peut s'imaginer des scénarios. Mais je suis prête à retourner à avant. Là, je veux dire, c'est sensiblement pas très différent de comment je vis. Oui, je fais des beaux voyages. Nos clients, ils peuvent voir que je vais en Italie, je vais en Asie, je vais partout. Mais c'est tout le temps pour le travail. Je vais prendre parfois quelques vacances dans le sud, oui, pour me reposer parce que je ne prends pas de vacances ici au Québec. Ça ne sert absolument à rien. Je travaille. Je me ramasse tout le temps au Interbeauté. Fait que c'est mon moyen de prendre off. Là. C'est une fois par année, je vais aller dans le sud. Mais je ne fais pas d'excès. Je ne suis pas quelqu'un qui fait des excès. Je sais ce que vaut l'argent. Dans le fond, c'est une bonne chose que tu n'as pas grandi avec des parents qui avaient des ressources, qui avaient de l'argent. Parce que tu ne serais peut-être pas qui tu es, vraiment, cette mentalité-là derrière. Peut-être. C'est ça la beauté, je trouve, avec ce côté-là d'adversité de chacun. Je pense que, pareillement, moi, j'ai grandi dans un environnement pauvre. Puis j'écris une histoire derrière moi parce que je suis en train de pitch des trucs, là, mais
Ça fait référence que on était pauvres, fait que j'avais juste une mère, fait que on pouvait pas se payer des jouets, fait que j'ai vu le catalogue Sears de le temps des fêtes. Je voyais le jouet que je voulais, mais j'ai juste découpé, puis c'était ça, genre mon appréciation. Je pouvais juste le rêver, c'était gratuit, mais je pouvais pas me le payer. Puis avec le temps, j'ai réussi à m'acheter l'équivalent de ce que j'avais, peut-être collé là. Puis encore là, je pense que cette volonté-là, de ne jamais perdre espoir, mais toujours avoir une vision claire, comme un jour, je vais l'avoir. Ben, je pense que c'est ça qui est plus excitant que de le posséder, si tu veux avoir mon avis. Là. Je sais pas, toi, comment tu le vis. Là. Puis regarde, c'est une voiture. Je me souviens, c'est une petite voiture, c'est une voiture noire super gros que je trouvais était super cool. Puis quand j'étais plus vieux, ben là, j'ai réussi à me payer une voiture noire qui était cool. J'ai réalisé que c'est ça que je pense que, quand j'ai eu une voiture cool, tu la conduis, t'es comme, c'est tout. Ben, c'est ça. C'est comme tout ça pour ça. Ouais. Parce que tu te sens pas comme t'es dans quelque chose de plus différent. Là, comme t'es dans la même rue, s'il y a un accident, ben t'es coincé pareillement dans le trafic. Que ta voiture soit 200 000 $ de plus, t'es dans le trafic. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, souvent, là, j'en parle souvent à mon conjoint, puis je me dis, sais-tu que c'est encore plus le fun? C'est de savoir que tu pourrais te payer ça, la grosse maison, c'est ça, et que tu vis dans juste ça. Des fois, là, c'est moi, personnellement, là, moi, c'est ça qui me fait du bien. C'est je sais, je suis capable de me payer ci, je suis capable de me payer ça, mais je suis plus modeste. J'ai toujours été comme ça. Ça me rassure, honnêtement. Là. C'est peut-être ma personnalité. Là. Ça me rassure beaucoup. Le fait d'avoir de l'argent économisé, comme je t'expliquais tantôt, de ne pas avoir d'excès, là, je suis prête à toute éventualité. On l'a vu avec la COVID. Tout peut arriver. Tu peux te faire shutdown pendant 3 mois. Tu n'as pas réussi à te relever de ça. Moi, je pense que les gens, justement, là, ils n'épargnent pas assez. Donc, après ça, ils se trouvent dans le pétrin quand des situations comme ça arrivent. Mais je dis pas que les gens auraient dû tout économiser. Là. C'est difficile de prévoir. Là. C'est pas tout le monde qui peut. Non, définitivement. Mais il y a beaucoup de leçons que, je pense qu'ils ont été enseignées durant cette période-là. Mais comme je te dis, comme je l'ai ouvert dans cette conversation-là, j'avais cette ambition-là de vouloir être le meilleur en ce domaine-là parce que j'ai trouvé une facilité d'amener de la valeur, avoir des résultats. Ça marchait bien. J'avais une formule qui fonctionnait. Fait que je me dis, comme, hey, imagine-toi, je duplique ça. J'avais peut-être une dizaine de clientes dans ça. Là, je me dis, comme, hey, je continue, le bouche à oreille va se passer. Donc, ouais, tu sais, il y avait cette volonté-là de vouloir dominer. Puis la pandémie, comme, shut down complètement ce portfolio, ce côté-là de mon portfolio parce que toutes les esthéticiennes ont arrêté. Comment tu as vécu cette période-là, toi? Ça a été En fait, je vais parler pour le domaine de l'esthétique au complet parce que ça a été comme un désastre. Dans le sens où est-ce que se faire shutdown comme ça, du jour au lendemain, on ne s'attendait pas à ça. Hein? Il n'y avait personne de préparé. T'sais, pour nous, là, la COVID, c'était lointain. C'était en Asie. Ça n'allait pas venir chez nous. Là. Fait qu'il n'y a personne qui a pris comment je pourrais dire, c'était préparé à ça. Donc, d'être fermé, je le sais que ça l'a fait du mal à beaucoup, beaucoup de mes compétitrices, collègues, amis. Tu sais, pour Interbeauté, ça a été nos meilleurs moments en termes de revenus. Et je suis chanceuse parce que j'ai été au bon endroit au bon moment. Qu'est-ce qui fait en sorte que... Ben, j'avais énormément de produits pour d'équipements médicaux, pour équiper mes esthéticiennes, mes filles qui font du maquillage permanent. J'avais du stock. Moi, là, je suis quelqu'un qui n'achète pas, je suis excessive. Donc, quand j'achète, on va dire, des gants, je vais acheter 6 palettes. C'est comme ça que je négocie des bons prix. Puis c'est comme ça aussi. J'aime ça, moi, pas avoir à commander à toutes les 2 semaines, 3 semaines. C'est arrivé comme ça quand la COVID est arrivée et quand on s'est fait shutdown, tout devait arrêter, on devait tout fermer. J'avais une commande qui venait juste de rentrer. J'avais des conteneurs qui étaient en train de se faire vider. Puis là, tout le monde, ma mère entre autres, mes employés ont fait comme « Oh mon Dieu, les entrepôts sont pleins, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas rien vendre. » Moi, au contraire, j'étais comme « Yes! OK, on va tourner ça à notre manière. » Mais tu sais, il y a une chose, par exemple, que c'est très important, puis je veux le dire. Là.
dans la COVID, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'ai j'ai vu beaucoup de choses, OK, entre autres. Il y a des compagnies qui ont tiré profit du COVID, sont mis à vendre les gants 3 fois le prix. Ils se sont mis à exploiter un petit peu là, la crise de la COVID. Moi, j'ai maintenu mes prix. Mes gants étaient 5 avant la COVID. Les mêmes gants que j'avais payés, j'ai vendais 5 pendant la crise. Fait que qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, comme je te dis, j'ai tout vendu rapidement pendant qu'on était fermé, mais on s'est mis en service essentiel avec l'accord de Santé Canada parce que j'ai obtenu des licences d'importation pour des masques chirurgicaux. Okay. J'avais tout mis ça en branle, puis vu que c'était des mesures d'urgence, tout était plus rapide. Donc, on s'était tout préparé à ça. Il a fallu... j'ai mis les filles au chômage, je pense, 1 semaine ou 2. J'ai rappelé tout le monde. J'ai dit, OK, vous revenez au travail, là, les filles. Là. C'est pas vrai que vous allez être à PCU forever. Là. J'ai besoin de vous. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Tout le monde est revenu. Ça n'a pas été long. Même moi, il a fallu que je fasse des colis avec ma mère à tous les jours. Je devais me déplacer. Malgré les couvre-feux et tout, nous, on pouvait y aller. Donc, on travaillait beaucoup. Puis, parce qu'on n'oubliait pas qu'on s'est fait shutdown 2 fois. Hein. Il y a eu la première fois, puis après ça, il y a eu la deuxième fois. Quand il y a eu la réouverture, on a eu le droit de réouvrir avec des conditions. Mais là, ça prenait des équipements adaptés. J'avais tout acheté ça. C'est moi qui vendais à plusieurs autres distributeurs en même temps. Donc, c'est pour ça que je te dis, j'ai fait vraiment, là... J'ai fait vraiment, tu sais, comme une bonne job, je pense. Puis ça a été un travail d'équipe. Mes filles étaient là, étaient vaillantes, étaient prêtes. Fait que non, ça a été très, très, très bon pour nous. Mais j'ai pas profité de la crise du COVID. Je me suis sortie d'un pétrin. J'ai voulu survivre, j'ai voulu payer mes loyers. Tu sais, l'argent qu'on avait le droit, le gouvernement a envoyé un 40 000 d'aide pour les petites entreprises. En fait, j'ai pris, moi, le 60 000 au complet. Tu sais, comme je me suis dit, OK, let's go, là, on va le prendre, on va investir dans des masques. C'est ça. Pardon. Fait qu'on a tout investi, on a tout donné là-dedans. Mais je dois te dire qu'il reste encore des trucs chez Interbeauté qui n'ont pas été vendus. Là. Je les garde encore. Il faudrait que je trouve une solution avec quoi faire avec ça. Là. Regarde. T'as-tu vu les nouvelles dernièrement? Monkeypox? Ah, s'il te plaît. Écoute, j'espère qu'on s'en retourne pas là. J'ai lu ça hier avant de me coucher. J'ai dit non. Ah non, ça recommence. Non. Regarde. Il se passe tout le temps des choses là, pour nous, on dirait. Là, c'est tellement dur là, dans le domaine. Là, en fait, je suis pas juste esthétique. Là, je te parle. L'économie, là, on peut avoir un break à un moment donné. Là. Il me semble que depuis la COVID, là, c'est toujours genre up and down, up and down. Au niveau importation aussi, là, notre dollar canadien, là, je veux dire, quand je fais des transactions, là, j'ai mal au cœur. Ceux qui font de l'importation, là, ils vont tellement se reconnaître. Là. Quand tu échanges de l'euro, parce que moi, je fais plus d'euros que d'US, là, mais ça fait mal. Oh, je suis tellement tannée. J'aimerais ça que ça retourne comme en 2008-2009, là, quand c'était quasiment parité. Là. Ah, ça, c'était la life. Les beaux temps, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, ouais, la COVID, ça a été chaotique pour nous. Vraiment, là. Ça bougeait beaucoup. Puis on n'était pas habitués à ça. Hein. Personne l'était. Il n'y a on pas de d'emploi à vendre autant. Oui, on n'était pas habitués à vendre autant. On avait des boîtes vocales pleines. Ouais. Un beau problème. La rançon de la gloire à ce moment-là, là, c'était que les clients, surtout quand ça leur est ouvert, puis tout le monde devait se rééquiper, tout ça, puis avoir des produits de désinfection comme approuvés, tout ça, j'avais ça. Il y avait une ruée vers les distributeurs, dont chez nous. Puis les clients n'étaient pas très patients, fait qu'on se faisait traiter de non. Les filles étaient tannées d'attendre dehors. On était comme, ah ouais, fais vite, je m'en calisse, ferme ta gueule. Ouais. C'était vraiment, c'était pas tant le fun, tu sais, à ce niveau-là. Là. J'essayais de garder le moral avec les filles, tu sais, de leur dire que, tu sais, c'est passager, les gens, tu sais, ils sont sensibles, c'est difficile pour eux de recommencer à travailler dans ces conditions-là, parce que c'était pas très le fun, au début, là. Ça, c'est genre 2022-2023? Même pas. Là, on est en 2020. On a été shutdown en 2020, en mars. Ça a recommencé jusqu'à... Ça a recommencé, je pense, au mois de juin, si je me rappelle bien. Je me souviens, il y avait eu genre en octobre, genre un autre shutdown. Juin, juillet, tu sais, ça a été des mois. Là, ça m'a pris 4 mois là, à revenir à une certaine normalité, mais on roulait beaucoup. On roulait beaucoup. Puis là est arrivé le deuxième shutdown qui était en décembre, là, si ma mémoire est bonne. On a été fermés pendant, je pense un mois et demi, si ma mémoire est bonne. Là, j'avais un petit peu anticipé les choses. J'ai dit, OK,
J'ai réussi à m'en sortir la première fois, au premier lockdown, avec du stock que j'avais déjà. Là, les gens, ils ont tout ça déjà. J'ai dit, là, faut pas que je perds le tempo. Faut que je sois capable de payer mon loyer parce que, tu sais, moi, mon loyer me coûte quand même 10 000 passés, là. Fait que faut que je trouve de l'argent pour ça, puis je veux pas être dans le rouge. Donc, mon fils, mon plus vieux, il m'a dit, maman, il dit, les gens en ce moment, là, ils sont comme tellement écœurés d'être chez eux puis de pas aller au gym, pas s'entraîner. Il dit, tu devrais vraiment penser à ça. Tu devrais importer des trucs pour que les gens puissent s'entraîner à la maison parce qu'on s'enligne vers une autre fermeture. Là, je suis comme, yes, c'est bon ça. Il dit, moi, en même temps, maman, je vais pouvoir m'en garder pour moi à la maison parce que lui, il commençait à s'entraîner dans ce temps-là. Fait que là, j'appelle une de mes représentants qui travaille pour moi en Chine, qui achète mes trucs. Je dis, OK, on change de direction. Là, tu vas magasiner des poids et haltères, des Bowflex, des supports, des ci, des ça. Fait que, comme d'habitude, j'ai acheté je sais pas combien de palettes que j'ai mis ça dans un conteneur. Drette, quand c'est le lockdown, j'ai tout mis ça en vente. Ça a tout vendu. On est tous restés travailler. Puis il m'en reste encore un petit peu, quelques vestiges de la chose, là. Mais non, j'en ai vraiment vendu beaucoup. Les gens étaient heureux, puis j'ai vendu ça encore une fois à un juste prix. J'ai pas boosté mes prix parce que c'était rare. C'est ça ça a toujours été important pour moi. Je voulais pas profiter genre d'une situation. On m'a vendu ça à un prix juste pour que les gens puissent s'entraîner. Come on, let's go. Parce que moi, tu te souviens de toi aussi en bout de ligne, comment je check, puis la référence, ça se passe facilement. J'essaye. Quand je parle avec mes clients, je leur dis toujours, tu sais, moi, ce que je veux, c'est le mieux pour toi. Hein. Parce que si toi, ta business va bien, tu vas revenir me voir, m'acheter plus. Tu comprends? C'est fair play. C'est toujours comme ça que j'ai raisonné avec ma clientèle. Fait que c'est un petit peu ça que j'ai fait. Puis on était capable de passer à travers cette fermeture-là. Puis j'ai fait travailler mon gars, justement, vu que c'était son idée. Mais c'est vraiment drôle. C'est lourd. Une palette de poids et haltères, by the way, là, j'ai failli me faire écraser par la palette quand je l'ai sortie du conteneur. Pour vrai. C'est très dangereux. Ben, c'est nice. C'est une belle histoire de succès, je trouve, vraiment derrière ça. Quelqu'un qui a su genre comprendre, avoir un levier derrière ça. Je voudrais revenir dans l'ensemble, dire vraiment de l'esthétique ici au Québec. Parmi tes années d'expérience, comment as-tu vu genre l'évolution des choses? Quand tu as commencé, est-ce qu'il y en avait beaucoup de filles qui se lançaient en esthétique ou c'était encore comme certaines, quelques-unes? Si on peut regarder l'évolution avant COVID, post-COVID, là, c'est très simple. Avant la COVID, là, c'était épouvantable. Les nouvelles techniciennes en extension de cils qu'il y avait, c'était des formations, c'était offert partout. Moi, je vendais le matériel pour débuter dans cette industrie-là. Donc, la table, le lit de soins, la chaise et tout ça. Il y a une période où est-ce que j'en vendais 15 par jour. Wow. Des kits de départ. Donc, je roulais là, je te dirais, 3 conteneurs par mois de stock. Fait que ça roulait énormément. À cette époque-là, j'avais pas autant de produits de cosmétiques comme aujourd'hui. Là, c'était juste de l'ameublement. OK? Je fais juste une parenthèse. C'était fou. Puis là ça commençait là, à sortir dans l'industrie. Tu avais des gens qui étaient mal formés, ils voulaient juste faire du cash. Tu voyais que c'était payant. C'est pour ceux qui offraient la formation, entre autres, ceux qui vendaient. Dans l'industrie de l'esthétique, là, c'était payant avant. La COVID est arrivée. Ça le ralentit un petit peu. Mais je te dirais que la bulle, elle a quand même perduré durant la COVID. Mm-hmm. Je te dirais là, que c'est plutôt en 2022-2023 que j'ai commencé à avoir un ralentissement. Parce que, je l'ai vraiment remarqué, pas parce que j'avais pas de stock ou whatever. Là. J'ai maintenu mes prix, j'ai suivi la cadence, malgré que, il y a une période où est-ce que j'ai ralenti les importations avec l'Asie parce que les conteneurs ont passé de 8 000 $, on va dire, le 40 pieds, à 24 000 $. À un moment donné, je me suis dit, OK, wow, minute, là. C'est pas vrai qu'il va falloir que j'augmente mes prix à ce niveau-là. T'sais, ma clientèle ne sont pas habituées à ça. J'avais peur. Donc, j'ai mis un frein. Mais j'ai quand même importé un conteneur ou deux, juste pour avoir du stock. Je me dis, on va essayer avec l'augmentation des prix. On a assumé une partie. Quand même, là, j'ai baissé mes marges pour être capable de rester dans la game et tout ça.
Fait que ça a fait un frein, là, tu sais. Mhm. Tout le monde a augmenté ses prix. Fait que c'est devenu un peu plus dispendieux de partir en extension de cils, en lash lift ou peu importe. Fait que c'est arrivé en même temps le ralentissement que ça, comme j'expliquais, là. Je ne sais pas si c'est la cause, mais n'empêche que avec l'augmentation des prix, les coûts fixes ont augmenté, les loyers, tout ça. Fait que ce que je peux voir, c'est que les gens ont commencé à faire moins d'argent dans le domaine de l'esthétique aussi, parce que en fait, l'inflation a touché tout le monde. Ça n'a pas touché juste l'épicerie, ça a touché les distributeurs, les prix que nous, on paye nos trucs, que ce soit les produits qu'on importe d'Europe, que ce soit peu importe où dans le monde. C'est pas juste l'Asie, là, tu sais. Parce que maintenant, chez Interbeauté, 50 sinon plus de ce qu'on importe est juste en Europe. Donc, j'ai remarqué ça, c'était de partout. Fait que ça fait en sorte que les marges vont augmenter les prix. Bon, mais les marges, soit qui sont réduites, soit que c'est le client qui paye la facture finale, vu l'inflation. Tout le monde a mis un frein sur les dépenses. Tout le monde, on a reconsidéré, OK, j'ai-tu vraiment besoin d'aller me faire à tous les mois un facial, faire mon épilation au laser, mes cils, mes ongles? Non, il y a quelque chose en quelque part qui a écopé, probablement. Tu sais quoi, je t'écoute, puis c'est vrai, je l'ai remarqué du point de vue marketing aussi. Parce que ce que je faisais beaucoup, c'est la publicité. Si par exemple, un lead esthétique avant 2020 pouvait coûter entre 5 et 8 $, après, quand ça l'a reparti, on était rendu à 20-30 $ le lead. Ça coûte tellement cher avoir la nouvelle clientèle aujourd'hui, là, perso. Monter, mais pas habitué à ça. Parce que là je vais un petit peu trop vite, là, mais pour revenir à quand est-ce que l'esthétique, ça l'a diminué? Écoute, 2023, 2024, l'hiver passé, j'avais jamais vécu autant de fermetures de salons. J'ai des propriétaires de salons qui m'ont dit « Laura, je ferme ma business. Tu peux fermer mon compte. » Après tu fais comme « Ah, OK, c'est triste parce que c'est un de nos plus gros comptes. » Puis on est comme « OK, on se demande pourquoi. » 2, 3, 4, là, c'est généralisé, là. Je veux juste voir des fermetures. J'ai même fait à un moment donné un sondage auprès de ma clientèle. Je dis « Hey, les filles, qu'est-ce qui se passe? Notre industrie, elle va-tu mal? Qu'est-ce qui se passe? Là? Je veux avoir vos feedbacks. Là. Dites-moi comment vous vivez ça à tous les jours. » Je te dirais que 50 % m'ont répondu qu'ils ont vu une diminution. L'autre 50 % m'ont dit que eux, ça va de leur bord. Mais l'industrie, en ce moment, oui, elle a mal. On va pas se le cacher. Là. Est-ce que tu as mentionné que peut-être à un moment donné, il y avait cette ruée vers, admettons, les cils, puis c'était fait n'importe où. C'est une bonne chose quand même que c'est arrivé, que ça permet vraiment de maintenir une barrière un peu élevée. Et étant donné que la barrière est un peu élevée, ça permet de maintenir une qualité aussi. Mais définitivement. Voir que certaines entreprises ne survivent pas ou qu'il y a des filles qui s'orientent ailleurs parce qu'ils ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins avec le flot de clients ou peu importe, bien, ça va faire un ménage, si tu veux pas. C'est sûr que les plus solides vont rester. Puis souvent, les plus solides, c'est les mieux organisés. C'est les gens qui sont comme vraiment à leur affaire. Puis regarde, oui, ça va faire un ménage positif parce que c'est sûr que la fille qui faisait des cils, que sa formation était moyenne, qu'elle offrait des soins moyens, le client ne paiera plus pour ça. Là, il y a un standard. Là, ben comme oui. Donc, tu sais, on est rendu à une ère en ce moment où est-ce que les clients, là, ils payent ils veulent de la qualité, heureusement. Ça, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver à notre industrie, honnêtement. Je parle souvent à mes clients quand je suis dans la boutique, là, puis maintenant, ils se font demander par les clients « Tu pourrais-tu m'envoyer une copie de ton diplôme? » Les clients, maintenant, là, ils checkent. Ah ouais? Ils veulent être informés. Tu utilises quel appareil? Ils veulent être sûrs que tu n'utilises pas un appareil qui se vend sur Amazon à 300 $ pour la qualité, là. Non, il dit le client veut « Moi, je veux une épilation au laser avec telle machine. » Ils sont au courant, ils savent. Puis c'est bien. C'est bien, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a qui sont esthéticiennes ou techniciennes qui vont chialer parce qu'ils disent c'est quoi leur problème à eux, là? Pourquoi ils viennent se mêler de nos affaires? Mais moi, je trouve que c'est une bonne chose. Tu fais du business honnête, tu vas avoir de la clientèle, tu vas être successful, tout va bien aller pour toi. T'sais.
Est-ce qu'il y a eu d'autres de tes compétitrices en distribution de produits, d'équipements qui tu as vu aussi qui n'ont pas toffé à cause de la pandémie? Par exemple, il y en a une qui me vient en tête que c'est pas loin de où est-ce que j'habite, à Terrebonne. Peut-être tu dois savoir sur la Pinière à peu près c'est qui, mais je sais qu'il y en avait une là, puis il n'est plus là. Peut-être qu'ils ont déménagé, je ne sais pas. Je ne sais pas à Peut-être. qui tu fais référence. Mais oui, je vois que les gens déménagent parce que les loyers coûtent cher. Les stratégies changent aussi. Il y en a qui veulent avoir une présence que sur le web, donc puis avoir une boutique où est-ce que tout le monde va les voir. On s'adapte, hein, on essaye de trouver la Mhm. manière de s'en sortir. Sinon, ben c'est sûr que tu vas faire faillite ou ça ne marchera pas tes affaires. Mais oui, je vois, il y a une certaine mouvance chez les distributeurs aussi. Il y en a qui coupent des lignes, il y en a qui se réorientent. Et d'un point de vue stratégie, vraiment, explique-moi où est-ce que ça se dirige actuellement. Tu sais. C'est quoi? Parce que c'est un domaine qui avance vite, puis surtout là, tu sais, je pense que ce que je comprends, c'est qu'on dirait dans juste les 4 dernières années, ça a bougé plus vite que les 10 années même antérieures avant ça. Bien, définitivement. Puis là, il faut s'adapter rapidement. Moi, d'un point de vue marketing, encore là, je le vois. Les coûts par lead, n'est plus la même chose. Fait que si tu veux avoir vraiment peut-être un taux de clientèle, tu sais, vraiment. Même les clients, les leads qui rentrent, c'est même plus la même chose. C'est comme si peut-être c'était 1/5 closait. Là, c'est peut-être 1/8, 9, Oui, puis c'est long. 10. C'est long, là. Tu Tout sais, le monde mais magazine. moi, il a fallu que j'implante un CRM. Tu sais, avant, on fonctionnait juste avec des fonctionnalités de base parce qu'on avait juste besoin d'un POS dans le magasin. On avait comme environ entre 80 et 100 clients par jour qui venaient, puis c'était tout, commande téléphonique par-ci, par-là. Mais là, moi aussi, je fais de la gestion parce que j'ai des campagnes marketing qui roulent, j'ai des leads qui rentrent, des listes et tout ça. Là, mes filles n'étaient pas habituées de se faire dire « Ah oui, je t'ai intéressée, mais j'aimerais avoir plus d'informations, j'aimerais que tu me rappelles dans 2 semaines, je vais penser à mon affaire. » On finit par les booker, on finit par avoir de nouveaux clients, mais c'est beaucoup plus long le processus. Parce que le client, tu sais, je veux dire, son argent est durement gagné, donc il va être sûr de le dépenser à bon escient, tu sais. Fait que oui, c'est Fait qu'il nouveau. y aurait comme peut-être, d'un point de vue marketing, peut-être avoir une meilleure phase d'éducation. Parce que si tu éduques plus avec du contenu, par exemple, Ben oui. tu peux peut-être raccourcir, puis tu sais, comme la réponse, tu l'as déjà vue, là, tu sais. Ben tu sais, normalement, on dit toujours une business, tu dois dépenser à peu près 5 à 8 tu sais, pour les petites entreprises, 5 à 8 de tes revenus en marketing. Mais quand tu es en phase de développement, tu peux monter ça à 10, 15, voire même 20 parfois quand tu es en start-up. Aller vers cette avenue-là, les filles ou les, les esthéticiens que j'ai aussi, les massothérapeutes, tout le monde, tu sais, chez Interbeauté ou n'importe qui opère dans le domaine de l'esthétique, là, at large, ou domaine de la santé, faites ça. Comment je pourrais dire, les temps changent. C'est plus d'avoir juste un site web puis le laisser là. Ça marche plus comme ça, puis de faire des publications et être actif sur ton compte Instagram et Facebook. Là, on est rendu avec TikTok. Il faut savoir utiliser les partenariats avec les influenceurs à bon escient aussi. Il faut savoir, il faut avoir une direction stratégique, même si tu es la seule employée de ta business. Vous êtes 2, vous êtes 3, ça prend quand même une stratégie pour savoir où est-ce que les gens vont. Tant que tu n'as pas cette stratégie-là, ben tu vas avancer dans le néant, tu vas faire un move là, mais ça ne sera jamais concret, tu ne pourras jamais savoir vraiment où est-ce que tu t'en vas avec ça. Fait que tant qu'à dépenser de l'argent, des fois, il faut en dépenser un petit peu plus par moment incertain comme maintenant, où est-ce que c'est plus difficile. Mais il faut engager des bonnes personnes aussi. Des agences marketing, là, honnêtement, là, c'est tellement simple. Là. Au lieu d'engager quelqu'un pour faire ton contenu, tu penses économiser. Non, 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 non. Les agences ils sont habitués. Là. Eux, ils vont s'assurer que les publications sont faites de manière fluide, constante, plusieurs fois par semaine. C'est la clé pour ceux qui ont un salon d'esthétique ou qui font de l'esthétique en général. Là, moi, je le conseille toujours à mes clients. OK. Question pour toi. Où mettrais-tu? Tu peux juste mettre t'as un budget un peu restreint, puis tu veux l'investir en marketing. Où le mettrais-tu? Est-ce que tu le mettrais en ads dans les médias sociaux, sur du organique avec des influenceuses, dans des événements? Est-ce que tu le mettrais en marchandises? Est-ce que tu le mettrais peut-être avec des collaborations?
comment je pourrais dire, collaboration fournisseurs ou sinon des partenaires d'autres collaborations avec des domaines qui sont... Les partenariats, tu veux dire? Peut-être? Ouais. Non, je te dirais, c'est plutôt les événements. J'aime ça organiser des petits événements soft. Mhm. Puis ça l'aide. Moi, je vais toujours au donnant-donnant. Je dis, puis tu sais, ça, je le conseille aussi. Essayez-le, expérimentez-le, puis voyez ce que ça donne. Hein. Mais moi, j'adore ça, faire un événement gratuit où est-ce que je vais t'apprendre quelque chose, mais que, tu sais, en échange, j'aimerais ça que tu dépenses un petit peu chez moi. Je serais bien contente. Tu sais, en contrepartie. Je te donne le goût de dépenser parce que je t'offre des affaires qui vont vraiment t'aider dans ta business. C'est ce que je t'expliquais plus tôt, tu sais, donnant avec mon client. Tu réussis, je réussis. Fait que ça va être comme genre des soirées, genre réseautage, conférences. Je suis pas encore rendue là. Ça, j'aimerais vraiment ça. Okay. Là. Je suis pas encore rendue là. C'est plutôt avec les marques que j'exploite en exclusivité. Donc, j'ai un nouveau produit. Donc, on va faire une conférence Zoom. On va faire un événement sur place où est-ce qu'on va expliquer une nouvelle technique de quelque chose. Je charge un prix, par exemple. Ça coûte quelque chose de t'inscrire, mais il est remboursé quand tu viens. Parce que quand on fait des événements gratuits, tu as 150 personnes qui veulent venir, tu es comme « Yes! Il va y avoir 150 personnes à mon événement. » Il y a genre 5 % qui se présentent. Donc, quand je demande un virement intérêt, que ce soit 15 $, 20 $, 25 $, c'est pas grave. C'est le principe de... Ils vont tous venir à cause du 25 $. Là, je vois leur intérêt réel pour la chose. Ça, c'est cool. Ouais, il faut. Je prends des notes. Ben là, je suis là pour ça. J'essaie de donner mon savoir aux gens... Mais surtout dans mon milieu. OK, non, mais ça, c'est super. Mais moi aussi, je suis d'accord que on a organisé comme dernièrement. Je vais faire une petite anecdote ici, justement, avec notre technicien Camilla que nous avons ici. On a organisé un événement ici au Black Box dans lequel on voulait rencontrer d'autres personnes qui seraient intéressées à la création de contenu, par exemple. Gratuit. On a trouvé des partenaires aussi qui sont venus nous aider pour créer une ambiance, un espace chaleureux. Par défaut, une trentaine de personnes sont venues. Puis, il y a eu des contacts qui ont survenu par la suite. Une d'entre elles, ça a été Madame ici, Camilla, qui est venue, était super intéressée. Et aujourd'hui, elle travaille avec nous. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça super cool dans le sens que j'approuve. Puis, super cool. Puis, gars, j'aime bien genre le petit dépôt. Juste le principe de 5-10 $, c'est pas grand-chose. Bien, surtout lorsque, tu sais, quand les gens prévoient offrir comme des rafraîchissements, un petit peu de nourriture, tu veux pas acheter ça pour rien puis le jeter. Là. Ouais. Donc, personnellement, je l'ai fait sans dépôt, je l'ai fait avec dépôt. Là. J'ai beaucoup d'années là, en arrière de la cravate. Fait que je peux vous le dire qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Mais oui, assurez-vous de demander un dépôt, là, c'est le minimum. C'est le minimum. OK. Mais ça fait partie des trucs. Les portes ouvertes, là, je trouve que des fois, les salons n'en font pas assez. Faites-le, demandez l'aide des gammes que vous offrez à votre salon. T'sais, si, par exemple, vous avez les produits InLab, comme on a chez Interbeauté, et vous avez besoin de support pour votre événement, nous, on envoie des produits gratuits, on suggère de faire des concours, on est là pour nos clients. Là. Mm-hmm. Puis, peu importe les gammes que vous exploitez à votre salon, là, demandez-leur. Ça, c'est un bon truc, là, by the way. Mais sinon, ouais, les événements, moi, je pense que c'est vraiment vers ça que je mettrais des fonds. Les stratégies d'influence, il faut faire attention aussi. Si tu veux avoir de l'argent qui rentre vite dans ta business, les stratégies avec des influenceurs, je trouve que ça a beaucoup évolué dernièrement. C'est plus comme avant où est-ce que, OK, tu fais un partenaire avec un influenceur, le monde, ils vont tout rentrer t'acheter. Donc, c'est plus comme avant. Maintenant, c'est plutôt de la notoriété que tu vas aller chercher avec un influenceur. Ouais. La stratégie, moi, je trouve, là, peut-être que les gens ont d'autres opinions, là, mais pour ma part, c'est ce que j'ai remarqué. Comment tu négocies avec un influenceur, par exemple, vraiment une collaboration? Bien, parce que c'est moi, Laura, j'ai besoin de la suivre, de savoir qui elle est. Je ne vais pas faire un partenariat avec quelqu'un juste parce qu'elle a 60 000 followers puis que c'est genre la girl qu'il faut engager en ce moment. Non. Je vais la suivre, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait, je vais voir si c'est pertinent qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle véhicule comme information, l'image et tout ça, ça cadre avec nous. Je vais aller liker ses affaires. Tu sais, c'est les influenceurs qui voient que je like leurs affaires, c'est parce que je m'en viens avec quelque chose éventuellement. Tu sais. Okay. Mais non, j'en fais pas beaucoup, j'en fais un petit peu parce que j'en ai pas réellement comme besoin pour le moment.
ça va avec mes autres sphères de marketing que j'exploite. Mais quand j'en fais, ben c'est ça. Je leur écris tout bonnement parce qu'ils me voient venir. Là. Je leur parle de notre entreprise. Là. Souvent, ça vient les joindre parce que, tu sais, c'est des femmes principalement que je cible. Puis les femmes, ben, sont interpellées un peu par mon histoire. Tu sais, je leur dis, on est femmes entrepreneurs, on est toutes des girls chez Interbeauté. Là. Tu sais, les seuls gars, ben, c'est mes 2 fils. Fait que, tu sais, qui sont là, de manière passive. Consommateurs. Entre autres. Mais non, c'est ça. Je vois avec le cœur. Si ça fit, ils vont me répondre. Puis si ça fit pas, ben je n'étais pas dû faire un partenariat avec elle. Mais tu sais, si je peux conseiller les autres, par exemple, ils voulaient faire un partenariat, puis cette stratégie-là ne fonctionne pas, ben aller avec des agences, tout simplement. OK, intéressant. Tu as déjà travaillé avec des micro-influenceurs? Oui, mais c'est quasiment avec des micro-influenceurs que je travaille le plus. Puis ça, c'est parce que tout le monde aime ça voir, tu sais, the shiny objects, les gros chiffres. Mais les personnes, tu sais, vraiment, justement, qui ont des chiffres beaucoup plus petits, ils ont des tendances à avoir des communautés ou des followers, des personnes qui suivent beaucoup plus proches aussi, beaucoup plus loyales. Puis, tu sais, si on se fie d'un point de vue marketing, un engagement d'un micro-influenceur, ce que j'ai remarqué, peut peut-être aller entre 5-6 %. Quelqu'un qui est peut-être dans les 100 000 millions, on parle d'un engagement de 1 2 c'est 3 dilué. Parce en majorité aussi, ça peut être des bots qui sont là. Fait que tu te retrouves avec n'importe quoi. Fait que c'est intéressant, vraiment que c'est quelque chose qui, toi, qui semble fonctionner beaucoup plus. Ben en fait, je pense que j'ai vu un article qui était paru dans Forbes, puis il disait carrément, si eux le disent, là, c'est pas pour rien, miser sur les micro-influenceurs, c'est l'avenir. Mais je ne vous dis pas d'arrêter vos partenariats avec vos influenceurs avec qui ça fonctionne déjà, puis qu'ils ont plus de notoriété. Là. Mais n'empêche que souvent, ceux qui ont beaucoup de followers et qui sont très populaires, ben des fois, ils sont brûlés en quelque sorte. Leur communauté les croit plus quand ils disent OK, c'est ce sérum-là, c'est la live, puis ça fait comme c'est le 150e qu'elle propose. C'est sûr, ça dépend. Il faut que tu trouves ton bon partenariat. C'est varié, puis... mais c'est touché. C'est touché. Non, définitivement, c'est pas évident. Mais je pense que la seule façon on peut le découvrir, c'est juste en faire des tests. Oui, tout à fait. Mais tu sais, perso, là, la francophonie au Québec, c'est tout petit, hein? Fait que il y en a beaucoup d'influenceurs, mais il n'y en a pas tant que ça surtout dans le domaine de la cosmétique, là. Ceux qui s'y connaissent vraiment, là, puis qui ont beaucoup d'impact dans le domaine, il n'y en a pas tant que ça, là. OK. J'adore. Femme entrepreneur. Je pense qu'on a glissé peut-être un mot derrière ça. Est-ce que ça l'a beaucoup amélioré, tu sais, regarde, en ce moment, puis ça, je suis en train d'arranger des conversations avec d'autres intervenants qui sont quand même très placés dans l'industrie entrepreneuriale. Je suis curieux de savoir vraiment du point de vue, tu sais, cette tendance-là, le DEI, tu sais, qui est diversité, équité, inclusion. Je sais pas, on dirait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent avec ça, que j'ai de la misère à voir vraiment, est-ce que c'est vraiment cette direction-là qu'on veut absolument aller? Je crois que oui. Oui, mais pour quelle raison tu le fais? Fait que toi, étant une femme entrepreneur, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce qu'il y a des enjeux encore? Ou est-ce qu'en ce moment, tu vois vraiment que, regarde, girls rule the world? C'est sûr qu'ultimement, c'est mon rêve, tu sais, qu'il y ait une parité homme-femme, et les femmes dominent le monde, comme on dit. Mais non. Tu sais, on pense tellement là, que les 20, 30, 40 dernières années, là, on a fait un bon bout de chemin, mais il en reste tellement encore à faire. Puis honnêtement, là, je dis pas que les femmes, on doit gouverner le monde. C'est pas ça ma vision des choses. C'est juste que dans ma vie de tous les jours, je le vois à quel point le fait que je suis une femme, ça me freine à certains égards, bien, dans certaines situations. Tu sais, je vais juste donner un exemple. Quand je veux me faire prendre au sérieux par une marque que je veux introduire chez Interbeauté, puis je veux signer pour une grosse exclusivité, puis c'est gros, c'est huge, en négociation, je peux pas y aller toute seule. Il faut que j'amène mon conjoint. Même si c'est toi, Laura, ça fait 17 ans que je fais ça, puis j'ai fait tout ça. Ouais. Tu sens encore, vraiment... je l'ai fait sans, puis je l'ai fait avec. C'est beaucoup plus facile quand que j'ai un homme avec moi.
Ah ouais. Ouais, ou ma mère. Ma mère qui est plus âgée, forcément, c'est ma mère. Mais quand j'étais allée à un moment donné en Italie avec elle, négocier justement quelque chose pour une marque, il s'adressait à ma mère, pas à moi. Fait qu'il pensait que c'était trop immature. C'est comme ça. C'est comme ça depuis que je fais des congrès, depuis que je rencontre des grosses marques, que je fais des meetings avec eux, que je suis intéressée à leur marque. Ça a toujours été comme ça. Même chose avec la banque aussi. Ils sont un peu frileux. Quand c'est une fille, quand tu es tout seul, c'est vraiment difficile. C'est un petit peu plus difficile, je te dirais, vu que je suis une femme. Puis aussi l'âge. L'âge aussi, là. C'est. Ah ouais? Ouais. Tu sais, Ben, comme. tu sais, dans ta trentaine. Oui, là, ça va mieux, mais quand j'étais dans ma vingtaine, j'avais demandé à un moment donné d'avoir un prêt pour ma business, entre autres, parce que je voulais progresser plus rapidement, parce que c'était long à attendre des conteneurs puis avoir un magasin vide. Puis tant et aussi longtemps que j'avais pas de maison à mon nom, jamais on allait me donner un sou. J'avais beau, sur mes états financiers, faire 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, ça valait rien. Ils voulaient vraiment prendre un morceau de toi, là. Ils veulent avoir de la, tu sais, comme ils sont très frileux, ils veulent avoir vraiment quelque chose de concret. Fait que c'est pour ça que je te dis, ça a été long avant que, tu sais, je puisse débloquer tout ça, là. Ça a pris vraiment du temps. Pour une jeune femme qui se lance dans ce domaine-là comme esthéticienne, qui veut vraiment suivre toutes les bonnes procédures, tu sais, peut-être aller chercher un bon diplôme, une bonne reconnaissance d'éducation, une formation, quel conseil tu pourrais lui donner? Définitivement, les filles, arrêtez de magasiner des formations à cause du prix, OK? Si les filles pouvaient arrêter de faire ça puis commencer à lire, commencer à regarder avec les bonnes associations. On a une association d'esthétique qui s'appelle la PESEC. Ils établissent des normes directrices, en fait, pour trouver des centres qui offrent des formations qui sont accréditées, comme on peut dire, par eux. Donc, qu'est-ce que ça fait, finalement? C'est que ça dit que ta formation, tu peux t'assurer avec ça. Tu peux travailler dans le domaine, tout est legit, tout est beau. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve des formations. Tu sais, je vais juste faire une petite parenthèse. Là, on va dire la formation d'esthétique complet. J'ai fait des vidéos avec ma collègue Roxane, là, qui enseigne chez nous. L'information, c'est dur à aller aux oreilles des clients. On retrouve des formations. On devient esthéticienne en 3 semaines. Je suis comme... Ça prend 450 heures à devenir esthéticienne. Au privé, là, je parle. Au DEP, ça prend pratiquement 2 ans, 1 an et demi. Peux-tu me dire comment tu deviens esthéticienne en 3 semaines? T'sais? Fait que là, on entend toutes sortes d'aberrations dans la boutique. Après, on doit gérer ça parce que les clients ne savent pas c'est quoi des ingrédients de base en cosmétologie. Ils ne savent pas c'est quoi la désinfection, la stérilisation. Fait que, heureusement, j'en vois de moins en moins. Je vais être honnête avec toi, je suis vraiment heureuse d'entendre ça. Mais une formation en esthétique, là, c'est important. Hein. C'est ta future carrière. Tu dois magasiner un bon centre de formation, pas juste le prix. Ça coûte combien en moyenne, c'est vraiment une bonne formation réputée? Nous, on l'offre celle de base, là, le 450 heures pour devenir esthéticienne. On l'offre à 6 500. OK. En général, c'est à peu près ça que ça coûte. Il y a des centres que c'est un petit peu plus cher parce qu'ils ont leur propre standard, puis c'est correct. Mais grosso modo, c'est à peu près dans ces eaux-là. Maintenant, on voit aussi beaucoup de formations en esthétique. On dit avancée, esthétique médicale, ces choses-là. Il faut faire attention. Mais ça reste qu'ils vont juste ajouter des formations en épilation au laser, des formations, comme ajoutées, si on veut. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui veut avoir comme un package. Être prête à travailler en salon. Mis à part, admettons, cet investissement dans sa formation, est-ce qu'il faut avoir beaucoup d'argent pour commencer ou vraiment, tu sais, si tu as déjà cette mentalité de hustler puis essayer de trouver des opportunités ou, tu sais, avoir... Les hustlers, là, je les vois tellement venir quand ils viennent chez nous. Là. Eux, là, souvent, les filles là, qui sont très hustlers puis qui veulent que ça marche, souvent, ce qu'ils vont faire, ils vont aller chercher une petite formation qu'ils ne vont pas payer cher. Comme, par exemple, ils vont commencer avec lash lift. Ça, là, c'est tellement un bon moyen d'avoir un pied dans le domaine de l'esthétique sans devenir esthéticienne pour autant. Là. Tu sais, quand tu es une technicienne en lash lift, là, tu peux faire genre plein d'affaires, tu peux faire beaucoup d'argent, tu peux faire de la lamination des sourcils, tu peux être occupé 40 heures semaine à faire ça parce qu'il y a de la demande.
Ça, c'est une manière de commencer dans le domaine. Ça te donne le goût, tu économises, tu peux te faire des sous avec ça, puis là, tu t'en vas te chercher une autre formation. Elle va aller se chercher, par exemple, après ça, maquillage permanent. Après ça, elle va faire de l'argent avec ça. Ils finissent tout le temps par faire la formation en esthétique. Tout le temps. Parce que c'est le fun, faire des soins du visage. C'est le fun de faire de l'épilation à la cire. C'est le fun de travailler des technologies. Le domaine de l'esthétique, là, ça change tout le temps. C'est en mouvance constante. Les technologies évoluent tellement rapidement. On peut changer beaucoup de choses chez les femmes, chez les hommes, peu importe, de manière esthétique, là, je veux dire, point de vue esthétique. C'est vraiment un beau métier, personnellement. Je ne le suis pas esthéticienne. J'ai suivi toutes les autres formations, par exemple. Mais je ne suis pas esthéticienne, mais je connais tous les livres par cœur. OK. Quelles sont les nouvelles tendances qui s'en viennent? Oui. Ouais! Tendances qui s'en viennent. En fait, point de vue de technologie, je te dirais, on voit des belles évolutions dans le domaine de l'épilation laser. On voit des améliorations au niveau des technologies, comme je dis, sont plus performants, ça se travaille mieux. Au niveau appareil, c'est pas de ma force parce que moi, j'en vends pas. Je réfère vers d'autres fournisseurs pour ça. Je tiens juste des équipements de base, là, comme des chaussures et tout ça. Où est-ce qu'on voit comment je pourrais dire, où est-ce que c'est en grand essor? C'est vraiment dans la cosmétique. En ce moment, là, c'est le Korean skincare. Là, c'est the thing. Korean skincare, hein? Oui, tout ce qui est sud-coréen, là, eux, là, ils l'ont l'affaire. Les packagings sont beaux. Les produits, ils utilisent de nouveaux ingrédients. Ils ont compris, ils ont exploité les choses que les Européens n'ont pas été capables de l'exploiter assez au niveau point de vue marketing aussi. OK. Je vois entre autres, là, ça fait des années que nous, on exploite des produits qui contiennent, on va dire, du glutathion ou qui contient du Centella asiatica. Ça n'a jamais fait boom. C'est des ingrédients comme on a toujours eu dans nos cosmétiques. Eux, là, ils mettent l'emphase là-dessus, puis waouh, c'est la chose. Ils le vendent, là. Oui, okay. Mais c'est une question de packaging, c'est une question de trend aussi. Les influenceurs en parlent beaucoup. Fait que ça l'aide. J'ai vu, ce que j'ai vu aussi une tendance, on va des tatouages. Là, fait que tout le monde est tatoué, mais tout le monde a fait des erreurs. Fait que maintenant, c'est le temps de passer au laser. Ça fait un petit bout que ça existe. Ça existe depuis longtemps? OK, c'est bon. Oui, ça fait un petit bout que ça existe. C'est touché des tatouages. C'est difficile à faire correctement. Là. Ça, je le sais. Là, ça demande beaucoup d'heures. Je n'entends souvent parler. Les appareils coûtent cher aussi. Y a-t-il une tendance envers les hommes? Maintenant, je trouve que les hommes, commencent à regarder. Moi, j'en parle beaucoup, aussi du self-care pour hommes, genre s'occuper de soi-même, sa peau, puis tout. Là, tellement. Ben, en fait, qu'est-ce que je vois beaucoup, c'est les ongles chez les hommes. Je vois de plus en plus de gars apporter du vernis. Ah ouais? Ouais. Ouais, j'ai vu celle-là aussi. J'en vois beaucoup, puis, tu sais, comme... ça n'a absolument rien à voir avec l'orientation. J'ai des hommes hétérosexuels qui portent ça. On va tout de suite clarifier les choses. Mais non, j'en parle souvent avec mon conjoint. Là, lui, il est comme, moi, je comprends pas ça. Je dis, ben oui, ça j'en vois. Puis moi, je pense que... Y a-t-il du vernis à ongles pour hommes? Non, il y a tellement de couleurs. Je suis sûr que quelqu'un serait game de sortir la version pour hommes. Définitivement. Mais pour le moment, il n'y aura jamais de collections qui vont sortir parce que c'est pas assez... la demande n'est pas assez volumineuse, là, si je peux dire. Mais peut-être que c'est une tendance qui va prendre du galon un peu pour les prochaines années. On verra. Ça, c'est les tendances que j'ai remarquées pour les hommes. Mais sinon, les hommes, ils prennent plus soin de leur apparence. Les barbers, maintenant, ils sont plus axés sur l'épilation qu'avant. J'ai vu une augmentation. Ah ouais? Épilation, ça serait... épilation genre faciale ou corporelle? Nez, oreille. OK. Avec de la cire chaude. Avant, j'en vendais pas autant, là, puis là, j'en vends énormément. Énormément. Donc, c'est les petites touches supplémentaires que les barbiers ajoutent. J'ai beaucoup de demandes de barbiers. Ils veulent suivre des formations en soins du visage parce que c'est demandé aussi de la part de la clientèle masculine qui vont chez les barbiers. Malheureusement, je n'ai pas cette formation-là parce que
La formation en soins du visage n'est pas comme 100% accréditée là, avec la PSEC. Là. Ils préfèrent que les gens suivent la formation en esthétique complet. Fait que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de prérequis et de nuances là, quand tu veux suivre la formation. C'est un petit peu nébuleux, mais à cause de ça, moi, je l'offre pas, la formation. Il y a des centres qui l'offrent. Là. Okay. Je réfère vers eux. OK. Intéressant. Ben regarde, on se dirige vers la fin, puis tu me donnais tellement genre d'informations, je trouve ça cool. Tu sais, je pense aussi, on a eu un petit échange aussi. Moi, ma petite sœur aussi est en train de se lancer dans ça. Fait que elle a fait son DEP, je pense. Son DEP en esthétique? Elle a fait la formation au complet, genre de 1 an. Oui, ça, c'est bon, ça. Fait que là, dans cette orientation-là, tu peut-être se lancer aussi. Fait que je me demandais, tu sais, voir où ça s'en va. Encore là, pour les hommes aussi, je me demande c'est quoi qui pourrait être fait, mais c'est m'occuper de ma peau le mieux que je peux. C'est tellement important. Oui. C'est vraiment de la prévention qu'on va faire. Puis une chose aussi, on aimerait tellement ça de voir plus d'hommes esthéticiens. Moi, à chaque fois que j'en ai, là, je suis comme « Ah, yeah! » C'est tellement fun! Puis est-ce qu'il y aurait peut-être un tabou derrière ça que ce soit un homme esthéticien qui fasse peut-être des traitements pour une femme? Est-ce qu'il y aurait comme cette barrière-là? Comment, non, je vais me faire traiter par une femme plutôt parce que peut-être ça peut devenir intime? Il faudrait poser la question de manière générale. À moins que le gars il est gay, puis... Mais je sais pas. Je suis pas assez proche de quelqu'un qui est esthéticien. Okay. Il y a eu cette barrière-là. Là. Pas du tout. Les tabous pour hommes. C'est drôle, ça. Parce que d'habitude, c'est le contraire. Là, j'en connais un esthéticien, puis lui, il est tellement aimé par ses clientes. Est-ce qu'il est gay? Question pertinente. Faudrait lui poser la question. J'ai jamais osé lui demander. Regarde, dans certains cas, tu n'es même pas obligé de demander. Peut-être. OK. Peut-être. Mais n'empêche qu'il est vraiment apprécié puis il a beaucoup de connaissances. Il est respecté. Je dis ça comme ça. Excuse-moi. Je dis ça comme ça parce que je me dis d'un point de vue opportunité, c'est comme s'il n'y en a pas beaucoup. Quand il n'y a pas beaucoup une chose, tu es parmi les premiers, tu vas être parmi les tops. C'est toi qui vas comme écrire les règles du jeu, par exemple. Entre autres, oui. Fait que ça pourrait être, guys, vous avez vu, Barber esthéticien, genre très genre moderne, l'homme qui s'occupe de soi. Mm-hmm. Ça pourrait être une opportunité à développer. Définitivement, mais il y en a. C'est en train de germer. OK. Yeah. Je pensais à mes choix de carrière. Si jamais podcaster, ça marche pas. C'est drôle parce que ma fille, elle me peinturait les ongles genre en rose. Il y avait un truc rose. Elle m'a fait toutes les ongles. Puis j'ai gardé parce que, regarde, c'est ma fille, je m'amuse, whatever. Mais à un moment donné, tu sais, je suis en train de faire des trucs. Puis non, je suis en train de taper sur mon sel. Puis je vois mes ongles gros. Je commence à que ça a l'air. OK. Je pouvais plus. Faut que j'enlève ça. Ça n'a pas l'air moi. Imagine, là, ça devient un trend dans 3 ans. Là. Regarde, j'en vois déjà, genre, Gen Z's, hommes Gen Z's. Ouais. Eux autres sont très. J'ai essayé avec mon fils. Je disais, hey, on fait-tu un TikTok? Parce que, tu sais, on en fait des chez Interbeauté. Là. Puis j'ai demandé, j'ai dit, OK, on va en faire un parce qu'on va faire tes ongles. Là. Il voulait rien savoir. Il voulait absolument rien savoir. Ah, ça, c'est un bonhomme viril, là. Lui, oui. Poil de chest et puis tout, là. Oui. Mais non, il voulait rien savoir. J'ai essayé. Ben, à un moment donné, on a fait un événement ici au studio, puis il y avait une technicienne d'ongles qui est venue. OK. Fait que tu sais quoi, je me suis fait, je suis comme, t'allais me décorer 2-3 ongles. Je suis comme, tu vas l'essayer. Faut essayer avant de juger, guys. C'est la réalité. Ouais. Puis voir où est-ce que les trends vont mener. Là. Moi, je suis fine observatrice. Là. Je regarde ça du coin de l'œil. C'est bon, ça, j'aime ça. C'est quoi, genre, vraiment tes projets à l'avenir? Où est-ce que tu t'en vas, là? C'est quoi les choses qu'on peut s'attendre de Interbeauté 2024-2025? Écoute, j'ai cessé plusieurs activités pour justement me reconcentrer à Interbeauté parce que j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis éparpillée un petit peu. J'ai offert la location de laser où est-ce que ça nous tirait beaucoup de jus, beaucoup de mon staff, beaucoup de cassage de tête pour justement se focaliser sur la distribution parce que c'est là que ça se passe. OK, c'est là. On a des projets, on a des nouvelles marques qui vont être lancées à l'automne. On va en avoir aussi cet hiver. On participe à tous les congrès ISI. Donc, soyez à l'affût. Hein, il y a un congrès qui approche au mois de septembre, fin septembre, le ISI Montréal. On va en faire partie. On va aller à Toronto, on va aller à Vancouver. Donc, on a beaucoup de pain sur la planche.
On continue nos enseignements parce qu'on offre des formations chez Interbeauté. Donc, on commence déjà à être rempli pour septembre. Donc, ça va super bien à ce niveau-là. Comme je disais, des nouveautés. C'est vraiment, on a plusieurs lancements. Donc, je suis sûre que ma clientèle va adorer. OK, super. Bien, dernière question, puis ça serait voir ta croissance, ça s'en va où derrière ça? Sur ton plan, te vois-tu faire l'acquisition d'autres entreprises pour peut-être soutenir un plan de croissance? Tu vois-tu peut-être développer d'autres branches dans d'autres villes? Jusqu'à où tu veux aller avec ça? Écoute, je vois tout le temps des compagnies comme la mienne acheter leurs compétiteurs. OK? Puis ça a failli m'arriver. Ça a failli m'arriver une fois. Puis honnêtement, je suis habituée de partir de zéro. Fait que ça me fait pas peur de partir de zéro dans une autre ville, tu comprends? Fait que je me suis dit, mais pourquoi il faut que je sors autant d'argent, tu sais, comme pour acheter cette banque de données-là de clients que je sais que j'ai déjà? Mm-hmm. Fait que c'est pour ça que, genre, finalement, je l'ai pas fait. Tu sais? Puis la réponse, c'est oui, j'ai un plan d'expansion. On sous-distribue des marques exclusives avec d'autres distributeurs, donc des partenaires. Mais n'empêche que ouvrir ailleurs, c'est d'actualité depuis, je te dirais, depuis la COVID. C'est juste qu'à un moment donné, ça prend les effectifs, ça prend beaucoup de choses en place. Mais tout est en train de se faire en ce moment. Mais il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se préparent avec Interbeauté. Je travaille énormément. J'ai profité de l'été, justement, là, pour travailler beaucoup de projets. Des fois, c'est difficile de ne pas se perdre. Parce que, tu sais, quand tu bouges des gros morceaux de l'entreprise, là, comme je m'apprête à faire, ben c'est sûr que ça peut être stressant et tout ça. Mais je vais prendre ma petite marche, là, puis je médite un petit 10-15 minutes. Je ventile un peu. Puis je suis correcte. Laura, tu es une femme super inspirante. Des petites choses que tu as dit, même moi, ça m'a comme allumé un peu. Genre vraiment voir les drives, vraiment de personnes qui font partie du côté, comment on pourrait dire, qu'on recherche vraiment cette équité de plus. Moi, je suis latino, fait on doit travailler 2 fois plus fort pour à peu près les mêmes résultats que les personnes qui sont pareils comme nous, mais d'un autre background. Les personnes qui sont déjà établies ici. Fait que je pense que voir quelqu'un qui est venu carrément de rien, qui est en train de bâtir un empire esthétique, je restais à l'affût, voir vraiment où tu vas t'en aller. Puis avec ta mentalité, on dirait qu'il va y avoir des choses quand même assez intéressantes. Les conseils que tu as donnés, je trouvais super cool. Fait que j'espère pour toutes les jeunes femmes qui vont écouter, autant que pour les hommes, vous avez des opportunités pour vraiment développer des petits trucs. Puis je souhaite à tout le monde de te suivre. Où est-ce qu'on te suit? Sur TikTok, Instagram, Facebook, les équipements Interbeauté. Sinon, sur Instagram et TikTok, c'est Interbeauté World. Donc, vous pouvez nous suivre à cet endroit-là. Sur TikTok, on parsème le sérieux avec nos petites niaiseries. Donc, vous allez pouvoir découvrir tous les membres de l'équipe à travers des petits sketchs qu'on fait pour divertir nos clients, mais en même temps, tu sais, lâcher un petit peu prise, là, puis lâcher un peu notre fou de cette manière-là. Ah, ben super. Ben, Laura, ce fut un plaisir de t'avoir. Merci. Et on fera un suivi dans un autre épisode ici de Yellow Seed, mais je suis content de t'avoir reçu ici. Et donc, guys, j'espère que vous avez apprécié le monde de l'esthétique en provenant d'une distributrice qui connaît la game. Et à bientôt, Yellow Seed Podcast, guys.